nous allons continuer toujours dans les... c'est toujours les bases. Et là, je vais vous donner l'explication de deux petits termes que vous allez entendre tout le temps, puisque nous sommes dans un cours de chirurgien. Nous allons parler de la stabilité absolue et stabilité relative. Donc, de telle sorte que vous soyez capable de dire à quelqu'un, oh, on a fait une stabilité absolue, mais on a fait une stabilité relative. Alors, les objectifs sont très simples. Rappeler les principes du traitement de la fracture et puis expliquer les deux termes. D'accord? La fracture peut se soigner de manière ou bien chirurgicale. C'est la même chose. Ce qu'il faut savoir, c'est de maîtriser les principes. C'est-à-dire que l'objectif de traiter la fracture, c'est quoi? L'exposé du professeur Tekpa était quoi? Consolidation. Vous n'avez pas un autre problème, vous voulez consolider, c'est tout. Maintenant que vous ayez opéré, que vous ayez fait sans opération, si vous avez réussi à consolider ce truc dans la bonne position, vous avez réussi. D'accord? Je reviens encore avec les principes réduction, contention, conservation de la vascularisation et rééducation fonctionnelle. Les deux termes dont on va parler vont se focaliser exclusivement sur la réduction et la contention. Réduction signifie quoi? L'établissement des rapports. Voilà, d'accord? Contention signifie quoi? La contention, c'est l'acte qui consiste que quand vous avez donné la position, l'acte constitue à tenir les morceaux dans la position que vous avez donnée. Donc, si vous mettez un plâtre et les positions ne bougent pas, vous avez fait la contention. Si vous posez une plaque pour que les morceaux ne bougent pas, vous avez fait la contention. L'un des contentions étant non chirurgicale, l'autre étant chirurgicale. Alors, les termes stabilité absolue et stabilité relative renvoient impérativement au mode de contention. Dans la stabilité absolue, fixation rigide. Foyer ne bouge pas, vous êtes parfait, et la consultation osseuse sans formation de cale osseux. Voilà des exemples. Réduction parfaite, fissage. Le foyer ne bouge pas. On dit qu'on a fait une stabilité absolue. D'accord? On peut faire plaque vissée, vissage, ruban. Le truc ne bouge pas. Stabilité absolue. Stabilité relative signifie que vous avez une fixation osseuse, mais ça bouge un peu. Mais dans le bon sens. Ça ne bouge pas dans tous les sens, ça bouge un peu. Il y a une petite mobilité du foyer. La réduction est acceptable. Voilà le mot. La réduction n'est pas parfaite, mais elle est acceptable. Et on atteint une consolidation par formation de cale osseux. Remettre l'axe, remettre la longueur, corriger la rotation. C'est ça qu'on appelle que tu as une réduction, vous avez une réduction acceptable. Parce que l'ostéosynthèse, le traitement de la fracture, la guérison de la fracture est un processus biologique et physiologique. Nous, on ne fait rien. On vient juste donner les conditions de guérison. Que l'os soit fonctionne n'importe comment, il va guérir. Mais vous allez vous retrouver avec un cal vicieux. Donc nous, notre travail, c'est de venir donner les conditions pour que la nature fasse son travail. Donc, les mobilités relatives, réduction acceptable, c'est quand on a un fixateur ou bien une plaque de pontage comme ça, ou bien quand on a même mis un plâtre. Ça signifie que vous avez donné les conditions de guérison. Stabilité relative. Voilà. Comme vous êtes déjà trop fort, voilà un malade, fracture du fémur, et vous lui avez fait le traitement standard par enflage centromédulaire. Vous avez fait une stabilité quoi? Stabilité relative. Vous avez ce jeune homme, orpailleur, 25 ans, agression pour les gens qui voulaient prendre les gens que lui il a travaillé, plaie par balle, traumatisme ouvert, on lui a fait un fixateur externe. Il a guéri, c'était une stabilité comment? Relative. Parce que le fixateur externe n'est pas quelque chose de rigide. D'accord? Moto-taxi, la voiture l'a corrigé.
et vous lui avez fait une plaque vissée. Il consolide, il a son cadre. Vous avez fait une contention, une stabilité comment? Absolue. Vous voyez comment c'est facile? Alors, résumé 1. Stabilité absolue signifie que la mécanique est au-dessus de la biologie. Vous avez vraiment calé, vous avez fait rigide. La réduction est parfaite. Le foyer est rigide. C'est dans les cas plaque vissée, vissage au banc. Résumé 2. Si vous dites que vous avez fait une stabilité relative, ça signifie que la biologie est supérieure à la mécanique. C'est-à-dire que vous avez donné les conditions biologiques et physiologiques pour que ça guérisse. Donc la mécanique est un peu en retrait. La réduction est acceptable. La mobilité du foyer est contrôlée. Donc, fixateur externe en clouage ou bien contention par plâtre. Et là, vous avez fait de la stabilité relative. Je vous remercie. La fracture, c'est une solution de quantité au niveau de l'os. Alors, pour que nous puissions avoir un langage commun, il est bon de pouvoir décrire, c'est-à-dire de préciser les caractéristiques de cette fracture, ce qui permet à ce que nous puissions comprendre ce qu'on dit de la lésion que le malade présente, bien que nous n'ayons pas la radiographie devant nous. Alors, donc, cela amène à classer les fractures. Alors, cette classification, c'est un outil qui a un intérêt diagnostique, qui a un intérêt pronostic, thérapeutique et un intérêt scientifique. Je vais revenir progressivement sur chacun de ces éléments. Alors, la description, donc ceci va nous amener à décrire la radio, à analyser la radiographie, à évaluer le danger et pouvoir partager les expériences. Alors, décrire, c'est de pouvoir préciser quel os est intéressé par cette fracture, quelle partie de l'os est fracturée, enfin, combien de fragments nous avons, est-ce que les traits sont simples ou complexes. Alors, analyser, c'est de pouvoir dire le ou les traits, pouvoir préciser le mécanisme de survenue de la fracture et enfin de pouvoir dire si c'est une fracture qui est survenue à basse ou à forte énergie. Alors, l'évaluation, c'est de pouvoir dire si la fracture que nous avons, c'est une fracture simple qui va consolider sans difficulté ou s'il y a un risque immédiat lorsque pouvoir embrancher une artère ou peut aller comprimer un nerf. Est-ce qu'il y a un risque opératoire? La fracture passe à côté d'un nerf que nous puissions traumatiser dans le processus de la prise en charge chirurgicale ou c'est une localisation qui expose à des complications comme par exemple le syndrome de Loge. Alors, tout ceci va nous amener à pouvoir choisir une technique et un matériel adapté pour pouvoir traiter le patient. Alors, le partage, c'est de pouvoir, à partir de la classification, montrer aux gens que par rapport à ces différents types de fractures, voici les moyens thérapeutiques qui ont le plus fait leur preuve pour que d'autres puissent l'appliquer. Alors, la classification en elle-même. Alors, nous devons cette classification à Maurice Müller, qui, originellement, c'est un terme allemand, mais en résumé, c'est Association pour l'osteosynthèse, c'est de chaque partie les thèmes A et O. Alors, cette classification a été vulgarisée par la Fondation AO Alliance en 1987. Alors, plus tard, les Américains, à travers leur association de traumatologie et orthopédie, ont décliné une classification qui est beaucoup plus complète, qui prend en charge tous les os. Il faut dire que Müller a pris en charge les os longs de l'organisme. Alors, les deux classifications ont été combinées pour pouvoir faire ce qu'on appelle le système de classification intégrale des fractures en 2006. Et cette classification a été révisée en 2018 en précisant cette fois-ci le thème multifragmentaire au thème complexe et aussi en codant de façon isolée le radius et l'ulna, alors que ce qui n'était pas pris en charge dans la classification précédente. Alors, les bases de cette classification, c'est d'abord la radiographie standard. Donc, avec la radiographie standard, nous pouvons pratiquement classer la plupart des fractures. Toutefois, certaines fractures, comme les fractures des extrémités, vont nécessiter d'autres examens sophistiqués comme le scanner, parfois l'IRM. D'autres fois, c'est en préopératoire qu'on se rend compte que des choses n'ont pas été vues au scanner et c'est en préopératoire qu'on les découvre. Donc ça va permettre aussi de pouvoir améliorer cette classification. Alors, les principes de cette classification se basent sur essentiellement deux choses. La localisation de la fracture, c'est-à-dire l'os et le segment de l'os, mais aussi la morphologie pour pouvoir dire si c'est un type A ou le groupe. Je vais revenir dessus après. Alors, prenons déjà la localisation.
quel os est intéressé par la fracture et quel segment de l'os est fracturé. Alors, pour l'os, les os ont été numérotés à partir de 1. 1, c'est pour l'humérus, l'os du bras. 2, c'est pour l'avant-bras. 3, c'est pour la cuisse. 4, c'est pour la jambe. Donc, 1, bras. 2, avant-bras. 3, cuisse. Et 4, jambes. Donc, ce sont les principales os, les principaux os que nous allons utiliser. Les autres os, je les ai cités pour information. Donc, en résumé, nous avons 1 pour l'humérus, 2 R pour le radius avec la nouvelle classification révisée en 2018, 2 U pour l'ulna, toujours dans la même classification, 3 pour le fémur, 4 pour le tibia et 4 F pour la fibula. Ce qui fait que le jour on dira qu'il y a une fracture. 3 U, on sait de 3, on sait à peu près de quoi on parle. Alors, en dehors de l'os intéressé, quelle partie de l'os est intéressée? Ici, l'os est divisé en 3 parties, l'extrémité proximale, la diaphyse et l'extrémité distale. L'extrémité proximale va porter le numéro 1, la diaphyse va porter le numéro 2 et l'extrémité distale va porter le numéro 3. C'est bon, je peux continuer? Alors, on va faire un petit, quelques exemples pour montrer ici, vous avez l'os du fémur qui est fracturé dans sa région diaphysaire. Alors, le fémur, on a vu que c'est 1, 2, 3 et diaphyse, ça fait 2. Très bien. Alors, un autre petit exemple, nous avons ici une fracture de l'humérus dans sa partie distale. Alors, on va dire que c'est une fracture 1, 3. Très bien. Nous avons enfin une fracture de tibia dans sa partie proximale. Ça va nous faire 4 pour l'os et 1 pour l'extrémité proximale. Très bien. Alors, on va voir maintenant la morphologie. La morphologie, après avoir précisé la localisation, c'est de pouvoir dire si c'est une fracture de type A, B ou C, si c'est un groupe 1, 2, 3 ou un groupe 3, 1, 2, 3. En sachant que lorsqu'on part de A1 vers C3, nous avons des fractures de plus en plus graves. Alors, donc le type c'est A, B, C. Le groupe c'est 1, 2, 3. Le sous-groupe, je ne vais pas en parler, on n'a pas besoin d'aller dans cette précision. Alors, il faut préciser que cette classification diffère selon qu'on est en région diaphysaire ou qu'on est en région de l'extrémité. Alors, nous allons commencer par la diaphyse. Pour préciser le type, nous avons le type A, B, C. A, nous avons un trait de fracture unique qui va détacher 2 fragments. 1, 2 fragments. Alors, pour les fractures de type B, nous avons un double trait qui va détacher 3 fragments osseux. Donc, 1, 2, 3, ça fait fracture de type B. Enfin, pour les fractures de type C, nous avons des traits multiples qui vont détacher plus de 3 fragments. Donc ici, nous avons plus de 3 fragments, donc fracture de type C. Ça, c'est par rapport au type pour les fractures diaphysaires. Alors, par rapport au groupe maintenant. Alors, pour chacun des types, alors on va se rendre compte que lorsque le trait de fracture est grossièrement spiroïde, on va dire que c'est le groupe 1, donc trait de fracture spiroïde. Donc ici, je veux A1, spiroïde, spiroïde, spiroïde. Donc le trait de fracture principal est grossièrement spiroïde, que c'est une fracture 1. Donc si c'était A, ça fera A1, si c'était B, ça fera B1, si c'est C, ça fera C1. Alors, dans le groupe 2, le trait de fracture principal, bien sûr, est grossièrement transversal, est grossièrement oblique. Donc j'aurai A2 pour oblique, B2 ici. Alors, une particularité ici, c'est pour la fracture de type C. Ici, nous avons plutôt 2 traits distincts, donc fracture bifocale, que 2 traits qui se joignent. Je ne sais pas si on se comprend. Donc ici, grossièrement spiroïde, là, oblique, mais avec la particularité pour le type C, c'est que nous avons 2 traits de fracture distincts qui détachent une fracture bifocale. Alors, pour les fractures de type C, du groupe de type 3, alors c'est des fractures dont le trait est grossièrement transversal. Donc ici, nous aurons A3. Là, le trait est transversal, mais le troisième fragment est fragmenté. Donc ici,
très transversal, c'est que le troisième fragment est fragmenté, donc c'est le type B3, c'est la particularité ici. Et ici, nous avons bien sûr le trait grossièrement transversal. Alors, pour les fractures des extrémités, ici aussi nous avons des fractures de type A, B, C. A, le trait de fracture est extra-articulaire, donc j'ai l'extrémité et j'ai la fracture qui est extra-articulaire, je dis que j'ai une fracture de type A. B, c'est une fracture qui est articulaire partielle, donc ça prend une partie de la surface articulaire. Et le type C, c'est une fracture articulaire complexe, donc ici, plusieurs traits. Alors, on va aller maintenant dans les types. Alors, pour les fractures les groupes, pour les fractures de type A, lorsque nous avons que c'est la fracture à trait extra-articulaire. Lorsque le trait est simple, on dirait que c'est une fracture de type A1. Lorsque le trait est extra-articulaire, mais avec un troisième fragment ou avec un troisième fragment ou une fracture en coin, on dirait que c'est une fracture de type A2. Maintenant, lorsque le trait est complexe, on dirait que c'est fracture de type A3. Donc, fracture de type A, fracture extra-articulaire, très simple. Troisième fragment, plusieurs fragments, donc A1, A2, A3. Alors, pour les fractures de type B, nous allons parler de fractures articulaires partielles. Ces fractures vont détacher soit le condyle latéral, soit le condyle médial, donc un trait sagittal latéral ou sagittal médial. Donc le premier, c'est les fractures de type B1, le deuxième fracture de type B2. Le troisième type, c'est les fractures à trait frontal qui détachent en ce qui concerne le fémur, la partie dorsale de l'extrémité distale. Alors, je vais profiter pour dire maintenant, par exemple, pour la fracture de l'extrémité distale de l'humérus, eh bien, ce trait frontal va détacher un fragment le plus souvent qui est antérieur. Là, de même pour la fracture de l'extrémité distale de radius, pour le trait frontal détache le plus souvent un fragment antérieur. Donc cela dépend de l'os qui est intersidé, puis jusqu'ici le fémur pour pouvoir illustrer. Alors, je reprends. Fracture articulaire partielle va détacher le condyle latéral, donc fracture sagittale latérale, donc 1. Fracture sagittale médiale, 2. Fracture frontale, donc 3. Alors, les fractures de type C. Alors ici, est-ce que le trait il est simple? Donc j'ai un trait simple ici, grossièrement en T. Est-ce que nous avons une convolution dans la région métaphysaire, c'est-à-dire non articulaire, donc du type de groupe 2? Est-ce que j'ai une convolution dans la région épiphysaire, c'est-à-dire la région articulaire, donc fracture groupe 3? Donc les fractures de type C, le trait est simple, le trait avec convolution métaphysaire, convolution épiphysaire pour le groupe 3. Alors, je fais un petit résumé pour dire que la classification AO va se baser sur la localisation de la fracture de l'os intéressé, qui est un chiffre ou un nombre, du segment, qui est un chiffre ou un nombre, 1, 2, 3, comme on l'a dit. Maintenant, du type de fracture, qui est une lettre A, B ou C. Du groupe de fracture, qui est aussi un nombre 1, 2, 3. Alors, pour l'os intéressé, on a déjà dit l'humérus 1, le radius 2, R, l'ulna 2, U, le fémur 3, le tibia 4, la fibula 4F. Le segment d'os intéressé, le 1 pour l'extrémité proximale, le 2 pour la diaphyse, le 3 pour l'extrémité distale. Alors, pour le type de fracture, pour les fractures diaphysaires, 2 fragments type A, 3 fragments type B, plus de 3 fragments type C. Pour les fractures des extrémités, fracture extra-articulaire type A, fracture articulaire partielle type B, fracture articulaire complexe type C. Alors, maintenant, pour les groupes, eh bien, pour la fracture est grossièrement, pour le trait spirite, c'est le groupe 1, pour le trait oblique, groupe 2, pour le trait transversal, groupe 3, pour les fractures diaphysaires. Par contre, pour les fractures des extrémités, pour les fractures type A, articulaire simple, 3 fragments, plus de 3 fragments. Frontal
médial pour le groupe B, sagittal latéral, sagittal médial et frontal pour le groupe B. Pour le groupe C, d'ailleurs, les fractures articulaires complexes, le trait est simple. Comme la commission métaphysique ou la commission est épiphysique. Alors, nous allons... Donc, la prise en charge doit obéir à certains principes, notamment une réduction par des techniques douces afin de restaurer l'anatomie, une fixation pour redonner à l'os une certaine stabilité et un maintien de l'apport sanguin au niveau des tissus aussi bien mou qu'osseux et également, disons, afin de permettre la mobilisation et la réadaptation rapide des patients. Donc les principes sont ici, la réduction, afin de rétablir donc l'anatomie. Ensuite, il faut fixer et maintenir, donc conserver l'apport sanguin au niveau des tissus, et ce, en vue donc d'aboutir donc à une consolidation et à une réadaptation du patient. Nous allons donc définir quelques concepts, en commençant dans la fracture, pardon, vous l'avez déjà dit en long et large depuis quelques minutes. Il s'agit donc d'une rupture de la continuité osseuse, généralement suite à un traumatisme, mais pas que. Alors, une réduction, d'après la Larousse médicale, est la remise en place d'un organe. Et donc ici, on peut dire que la réduction d'une fracture est la remise en contact ainsi que le réalignement des fragments osseux. Différents types de déplacements peuvent survenir au cours d'un traumatisme. Un traumatisme osseux, parce qu'on parle bien sûr de déplacement, parce que pour réduire une fracture, il faut bien que ce soit une fracture déplacée. Donc nous avons 4 principaux types de déplacements, les angulations, les déplacements par chevauchement, par translation ou par rotation, encore appelé décalage. Et ce déplacement doit être bien évalué afin de réduire la fracture correctement. Donc ici vous avez quelques images de déplacement. Ici nous avons une translation avec un chevauchement. Ici donc vous avez un chevauchement également avec une ondulation mais assez faible quand même. Ici vous avez une fracture diaphysaire du fémur avec un déplacement à type d'angulation. Le but d'une réduction, ça va être de restaurer l'anatomie comme cela a été déjà dit. Et pour atteindre ce but, les conditions de réalisation de la réduction, ça peut être en milieu préhospitalier, donc avant l'arrivée du malade à l'hôpital, lorsque le ramassage est médicalisé, le ramassage et le transport sont médicalisés, donc fait par des professionnels, ils peuvent déjà anticiper, tenter une réduction. Tout comme ça peut se faire en milieu hospitalier, dans la salle d'urgence ou au bloc opératoire. Le type d'anesthésie, l'anesthésie, ça veut dire absence de sensibilité. Donc, ça va aller d'une simple analgésie, donc par administration dentalgique au patient, jusqu'à l'anesthésie générale, en passant par l'anesthésie loco-régionale ou l'arrachi-anesthésie. Le matériel, avant de commencer tout geste de réduction, il faut d'abord préparer son matériel. Donc, il ne faut pas y aller comme ça, après il manque quelque chose, on va chercher, après c'est pas bon. Donc il faut préparer tout son matériel. On sait que dans le cas d'une réduction fermée ou indirecte, on peut avoir besoin d'une table orthopédique, d'un amplificateur de brillance, de matériel de traction collée, de matériel de traction transosseuse et bien sûr ne pas oublier le matériel de stabilisation. Parce qu'après avoir réduit, il va falloir que vous ayez déjà votre matériel de stabilisation en place. Ici, vous avez donc un exemple de réduction. Vous avez ici l'amplificateur de brillance et le malade ici est sur une table orthopédique. Donc là-bas, c'était juste un dessin. Ici, donc, vous avez l'amplificateur de brillance en tant que tel. Alors, la réduction, c'était pour la réduction à foyer fermé. Pour la réduction à foyer ouverte ou réduction directe, on peut aussi avoir besoin d'un amplificateur de brillance dans certains cas, tels que dans les cas des fractures articulaires, comme on vous l'a dit tout à l'heure, d'une table orthopédique, toujours avoir besoin d'une boîte d'ostosynthèse parce qu'on emploie souvent les daviers et bien sûr préparer le matériel de stabilisation. Dans les daviers, vous avez plusieurs types de daviers ici. Il y a ce qu'on appelle les daviers de préhension qui vont plus servir à saisir l'os et les daviers de réduction qui vont permettre, une fois qu'on a
réduit la fracture, de pouvoir maintenir la réduction, tel que là, ici, on peut vous montrer ici un davier de parabole. Alors, quels sont les différents types de réduction? Nous l'avons déjà dit, on en a plus ou moins parlé déjà. Donc nous avons la réduction indirecte, encore appelée réduction à foyer fermé ou la réduction orthopédique. Donc ici, c'est plus le manipulateur qui va exercer des pressions ou des mouvements au niveau des fragments sans ouvrir le foyer de fracture afin de restituer l'anatomie. Comme vous pouvez voir ici, donc ça c'est la main de l'opérateur, ici c'est la main du malade. L'opérateur exerce donc des mouvements de traction, de pression pour refouler le fragment qui s'est déplacé. Ici encore vous avez une figure qui illustre une réduction indirecte, sans ouverture du foyer de fracture. Donc là aussi, par des manipulations externes, on va pouvoir parvenir à réduire la fracture. Il y a aussi, ça c'est de façon extemporanée, excusez-moi. Donc ici c'est de façon extemporanée, on emmène le malade au bloc ou sous sédation ou soit sous anesthésie générale ou sous bloc plexique et on fait la réduction aussitôt. Donc quand on finit, la fracture est réduite et on a fait la contention ou la fixation. Tout comme la réduction peut aussi être progressive, d'accord, par traction. Ça peut être une traction transosseuse ou une traction collée. Donc il y a un dispositif de poulie, d'étrier, et donc à travers une broche, on va donc exercer une traction qui va permettre progressivement de réduire la fracture. Concernant donc la réduction directe ou réduction à foyer ouvert, il s'agit ici donc d'ouvrir les tissus, les différents tissus, de la peau jusqu'à l'os, d'exposer le foyer de fracture et de faire une réduction par manipulation directe à vue. Donc c'est à ciel ouvert, on ouvre, on regarde ce qui est déplacé, on remet en place sous contrôle de la vue. Et comme le cas ici, c'est une fracture articulaire, notamment une fracture intercondylienne du genou, dont le trait est là. Donc on a fait une réduction puis une contention provisoire par un davier. Toujours dans les méthodes de réduction, la technique de réduction de monde puneux. Bon, là, c'est peut-être pas complexe. Donc on introduit un instrument, ici on l'appelle contre-coudé, dans le fragment proximal, qui est retourné ensuite dans le fragment distal, puis on glisse le fragment proximal le long de la convexité de l'instrument, ce qui permet donc de réduire la fracture. Ici, vous avez une réduction par application directe d'un davier. Le déplacement n'est pas trop important et donc on met le davier de part et d'autre du foyer de fracture sur chaque fragment et on exerce une pression, on ferme le davier. La fermeture du davier va permettre de remettre les fragments osseux en place. Vous avez aussi la méthode push-pull. Ici, on peut faire par application directe de l'implant. Donc, c'est juste la pression exercée par les vis et la pose de l'implant qui vont permettre de réduire le foyer de fracture. Oh, d'accord, pour la première fois, pour moi, c'est pour la première fois que je participe sur ça. Et j'ai vite compris que c'est un bon séminaire. On est là, on est en train d'apprendre, malgré nous sommes des médecins généralistes, mais on est en train d'apprendre quelque chose parce que ça va nous aider dans les urgences et parfois dans les cas de polytraume. Donc c'est vraiment idéal pour nous les médecins d'apprendre ça. Les 3 jours c'est peu, mais la médecine c'est à toi-même, tu vas faire ça après. Après la conférence, tu vas aller continuer à étudier et regarder. Ensuite, avec la pratique, tu vas apprendre. Vraiment, ce sont des informations capitales autant qu'un médecin de participer et de prendre ça. Et ensuite, je crois que pour nous, les médecins généralistes, surtout qui travaillent dans les services des urgences, le triage, c'est vraiment important pour nous. Moi, je suis vraiment hyper satisfait. Pourquoi? Parce que ce genre de séminaire, c'est pas facile de participer sur ça. Et surtout, quand tu participes dans un séminaire, il faut payer, mais cette fois-ci, on ne paye pas. Alors effectivement, nous travaillons avec AO Alliance depuis 2021, juste après le Covid. Donc nous sommes à notre 4e cours en fait, mais notre premier cours destiné aux chirurgiens, aux médecins
et praticiens dans les services chirurgicaux, donc médecins généralistes ou médecins en formation. Alors ce cours, effectivement, est censé renforcer les capacités de ceux qui accueillent les fractures dans les services des urgences, dans les services de chirurgie, donc renforcer les capacités pour le diagnostic, renforcer les capacités pour le traitement. Et donc AO Alliance, qui est dérivé en fait d'une association mondiale, c'est AO, qui est une association suisse, travaille en phase avec cette association pour apporter les dernières innovations quant aux dernières techniques de traitement de ces pathologies. Alors effectivement, 3 jours, c'est un condensé. C'est un condensé, vous avez remarqué qu'on s'intéresse aux lésions les plus fréquentes, les plus courantes. On n'aura jamais le temps de discuter sur toutes les pathologies, mais nous avons fait un morceau choisi des pathologies les plus rencontrées aux urgences, donc de ce qui nous concerne. Vous savez qu'avec les problèmes de Takimoto, les agressions par les bébés noirs, on a beaucoup de fractures des membres supérieurs, mais aussi des membres inférieurs. Et donc c'est sur ça que nous nous sommes concentrés, proposés de travailler en fait à donner des techniques de traitement à ces médecins. Ce sont des médecins à qui on aimerait qu'ils améliorent leur stratégie. Et vous voyez, c'est un congrès qui est national. Et donc, des fois, lorsqu'on est au CHU et qu'on nous envoie un patient, on aimerait que la communication soit bien faite, c'est-à-dire que la transmission du diagnostic et même du premier traitement qui a été fait sur les lieux, c'est-à-dire que ça soit, on a des médecins qui viennent de Wando, d'Oyo, de Dolisie, de Pointe-Noire. Donc on aimerait que l'information soit bien faite, que le premier traitement qui est le plus important soit bien fait avant que le patient soit référé au CHU, par exemple, au centre où le traitement définitif va être fait. Donc pour éviter ces séquelles parfois évitables, provoquées par un mauvais traitement initial. Ce n'est pas le dernier. On va essayer de l'organiser avec AO Alliance chaque année. Brazzaville a été choisi cette année. Et probablement que l'année prochaine, nous irons soit à Pointe-Noire, soit à Oyo, Dolisie. C'est d'abord les grands centres qui sont visés. Et voilà, et progressivement jusqu'aux centres les plus petits, les plus périphériques. Ce qu'on peut retenir, c'est que la mission de l'AO Alliance, c'est d'apporter une amélioration des prises en charge de traumatologie pour tous les patients de nos pays francophones à travers la formation des acteurs. Donc, le fait que nous faisions en sorte que les praticiens puissent être mieux outillés, c'est ça qui va permettre qu'ils fassent des meilleures prises en charge à leurs patients, dont le vrai bénéficiaire de l'affaire à la fin de la chaîne, c'est le patient. Alors, la Fondation AO Alliance, qui se déploie depuis 2014, se retrouve pour la première fois au Congo, malgré que nous avons déjà eu des événements au Congo sans la présence de nos autres membres à cause du Covid et de tout ce qui a pu nous empêcher d'arriver. Mais cette fois, nous avons pu venir personnellement sur le terrain pour venir faciliter, pour venir encourager l'équipe du AO Congo à faire ce travail de vulgarisation de la prise en charge des fractures.